Bonsoir Daniel Keller. Bonsoir. Vous êtes depuis 1 an et demi le grand maître du Grand Orient de France. Il a beaucoup été question de laïcité, de dialogue avec les religions et d'éducation civique dans cette conférence de presse de François Hollande ce matin. Et puis le président a eu cette phrase en parlant de ce qu'on appelle désormais l'esprit du 11 janvier. Je vous propose de l'écouter. J'ai forcément changé à la suite de ces événements. Non pas que j'avais besoin de connaître ces épreuves pour être ce que je suis aujourd'hui, mais parce qu'elles vous transforment nécessairement. Parce que ces épreuves ont aussi changé notre pays. Il ne le sait pas encore, mais il a éprouvé une grande fierté avec un grand malheur et une capacité à se rassembler. Daniel Keller, vous pensez comme François Hollande que la France a changé collectivement depuis ces attentats de janvier? En tout cas, il y a un avant et un après. Et cet événement tragique est évidemment aussi un moment cathartique pour notre société. Je crois qu'on redoutait le pire. L'affaire Mera avait quand même, je dirais, déjà montré ce chemin d'obscurité dans lequel ces attentats nous ont plongés. Mais vous, qu'est-ce que vous observez de nouveau depuis 4 semaines chez vos compatriotes, dans vos rencontres, dans vos discussions? En tout cas, les francs-maçons sont encore plus préoccupés qu'ils ne l'étaient. Ça n'a pas changé leur réflexion. Leurs alarmes et leurs inquiétudes étaient réelles. Elles ne sont que renforcées après le 7 janvier. On parle beaucoup depuis un mois du vivre ensemble. Vous, le grand maître du Grand Orient, qu'est-ce que vous mettez dans cette notion du vivre ensemble? Je crois que c'est une expression complexe en réalité. Car le vivre ensemble, pour moi, c'est d'abord d'inventer une sociabilité entre les hommes et les femmes de toutes conditions et de toutes origines. Donc c'est inventer une sociabilité, et ce n'est pas vivre sous l'empire d'un dogme ou d'une religion, ou de religion au pluriel. Donc la laïcité comme dominante et comme je dirais, élément de fusion entre toutes les personnes qui vivent ensemble. Oui, et on parle beaucoup de laïcité. Et je crois que c'est important que l'on réapprenne ce mot et que l'on se réapproprie de manière républicaine la laïcité. Mais pardonnez-moi, je vais un petit peu plus loin dans cette notion de vivre ensemble. Est-ce que, par exemple, on doit y laisser vivre côte à côte la population que l'on voit chaque jour, les gens qui ont été victimes des attentats, par exemple, et les frères Kouachi ou M. Koulibaly? Ou est-ce qu'on les exclut par avance? Est-ce qu'on les met en marge de la société au premier signe de dérive? La laïcité, c'est son paradoxe, c'est un contenant plutôt qu'un contenu. Et donc ça nécessite de faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui veulent se rassemblent d'abord dans une communauté de citoyens. Et la laïcité, c'est le creuset grâce auquel on peut devenir un citoyen français. Mais on en constate aujourd'hui quelquefois les limites ou les ratés. Oui, mais ce n'est pas parce que ce projet citoyen a connu des échecs qu'il faut y renoncer. Je crois qu'au contraire, c'est ce qui est au centre du projet laïque. C'est comment fabriquer des citoyens français fiers d'être des citoyens français. Daniel Keller, quand le président de la République nous dit ce matin il va falloir apprendre le français dès la maternelle, c'est pas un peu inquiétant pour les enfants de maternelle qui y sont déjà depuis des années? Non, mais quand on sait, je ne crois pas me tromper, qu'entre 10 et 15% des jeunes qui sortent de l'école primaire maîtrisent mal l'écriture et la lecture, c'est le signe d'un véritable échec. Et je suis convaincu que l'émancipation, que le chemin de la liberté, ça commence par la maîtrise du langage, à l'oral comme à l'écrit. Et vous avez l'impression que c'est un chantier urgent en ce moment, que c'est un vrai manque, un vrai déficit de ces dernières années de la part de l'école, cet apprentissage de la langue? Bah oui, parce que la langue est toujours révolutionnaire. Donc maîtriser la langue, c'est en tout cas se donner les outils d'un affranchissement. Vous êtes le grand maître du Grand Orient de France, c'est la première loge maçonnique de France. Que peuvent apporter les francs-maçons dans une période comme celle-ci, celle qu'on vit? Est-ce que vous sentez une responsabilité particulière? Le président parlait ce matin du dialogue avec les religions, par exemple. Nous avons pour vocation de ressusciter le débat citoyen à un moment où il est particulièrement exsangue. Je prendrai un exemple. Nous avons organisé une très grande conférence publique samedi dernier à Avignon, dans le cadre du Palais des Papes. Il y avait plus de 500 personnes un samedi soir pour une conférence publique où des citoyens
des hommes et des femmes de toutes origines se sont rencontrés pour débattre. Je crois que c'est là notre vocation dans la France d'aujourd'hui, c'est d'être cette agora de la République qui fait défaut malgré tous les moyens de communication qui nous environnent. Est-ce que le Grand Orient, qui incarne, si je puis dire, de façon un petit peu suprême et magistrale la laïcité en France, a envie de se rapprocher, par exemple, des représentants des religions dans ce pays, de leur dire il faut qu'on noue un dialogue républicain, fécond ensemble? Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit? D'abord, le Grand Orient de France n'est pas le seul à défendre la laïcité. Il y a beaucoup d'autres obédiences maçonniques en France qui défendent la laïcité tout autant que nous. Ensuite, la laïcité, ça n'est pas le dialogue interreligieux. La République, selon la conception qui est la mienne, mais c'est celle aussi de beaucoup de frères et de sœurs du Grand Orient de France, c'est une république dans laquelle on laisse sa religion à la porte de la citoyenneté. Qu'est-ce que vous pensez d'une mesure comme celle qui est préconisée, et d'ailleurs quasiment décidée, annoncée il y a quelques jours par le gouvernement, de former davantage d'aumôniers musulmans en prison pour prévenir notamment la radicalisation de certains détenus? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne piste? Je pense qu'en tout cas, c'est un geste d'humanité. Les prisonniers de confession musulmane ont le droit à un aumônier de leur religion, comme les prisonniers catholiques ont le droit à un aumônier de leur confession. Mais est-ce que vous êtes pour ce rôle beaucoup plus actif et engagé des aumôniers qui, justement, essaieraient de prévenir de nouveaux Merah, de nouveaux Koulibaly, de nouveaux Kouachi? Je crois que tout ce qui pourra aider à rendre la prison plus humaine et à faire en sorte qu'elle ne devienne pas, finalement, cet anticorps que certains dénoncent, me semble important. Un dernier mot, Daniel Keller, au chef d'entreprise, là je m'adresse, que vous êtes aussi. L'idée de cette agence de développement dont on parlait tout à l'heure, pour regrouper un peu tous les moyens, favoriser la création de logements sociaux dans les zones difficiles, tout ça, vous y croyez? Vous le recevez comme un geste positif? Moi, je crois que l'entreprise, dans tous les départements de France, et pour travailler principalement dans la Seine-Saint-Denis, a un avenir, et heureusement, parce que là où il y a de l'emploi, il y a de la paix. Le gouvernement fait suffisamment dans cette démarche de regain de confiance envers les entreprises? Est-ce que vous pensez que je n'ai pas commenté dans la position qui est la mienne l'action du gouvernement, mais je crois que tout ce qui va dans le sens de la densité du réseau des entreprises sur le territoire, tout particulièrement dans les départements qui sont peuplés de plus grand nombre de cités qu'ailleurs, va dans la bonne direction, incontestablement. Vous êtes membre de la direction de Renault, hein, c'est bien ça? Je dirige un groupe de distribution automobile, Renault, qui distribue Renault, et principalement dans le 93. Et vous êtes donc le grand maître du Grand Orient de France. Merci beaucoup, Daniel Keller, d'être venu dans Europe 8. Merci à vous. Emmanuel Faud.